Nicolas Lasserie, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez Myria Asset Management. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Dernière actualité en date cette semaine, c'est bien sûr ce que dit la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'aujourd'hui ça conforte les investisseurs sur cette fameuse première hausse de taux attendue depuis maintenant de nombreux mois? Oui, alors en fait les investisseurs sont ce matin rassurés d'avoir un discours assez clair de la Réserve fédérale américaine. Décembre devrait probablement être le mois d'une première hausse de taux, donc les investisseurs sont rassurés. C'est également un signal plutôt encourageant sur la santé économique des pays, et notamment des États-Unis, mais également de la Chine, puisqu'auparavant la Réserve fédérale américaine avait émis certains doutes sur la croissance chinoise. Donc globalement, des minutes de la Fed plutôt encourageantes. Aujourd'hui, on ne sait pas trop si ça va être effectivement un mouvement important ou pas. La plupart des investisseurs disent que ça va être modeste, mais c'est un signal important. Voilà, c'est un début ça fait 30 ans quasiment qu'on a eu des baisses de taux. C'est une nouvelle ère qui commence. Oui, tout à fait. C'est surtout une incertitude qui est levée. On attendait une première hausse de taux, qui n'est pas encore sûre, mais qui se dessine depuis plusieurs trimestres. Là, on est relativement fixé. La probabilité de hausse en décembre va augmenter. Donc le signal est clairement positif. L'incertitude baisse. Les opérateurs peuvent faire des scénarios assez clairs et se projeter dans l'avenir. Alors, on sait en même temps, on voit d'autres banques centrales, on n'est pas dans la même configuration. Je pense à la Banque centrale européenne, qui elle était plutôt dans une optique de peut-être élargir encore son quantitative easing, cet afflux de liquidité. On va avoir un peu une divergence des banques centrales. Oui. Alors en fait, la BCE est en retard en fait, par rapport à la Réserve fédérale américaine, qui avait commencé son QE en 2008. Donc elle prend le pas 7 ans plus tard de la Fed et va probablement intensifier son quantitative easing. Donc les deux politiques sont divergentes, mais ce qui est important d'un point de vue global, c'est que les liquidités vont rester abondantes sur les marchés financiers. Oui, parce que pour les boursiers un petit peu anciens, ils se souviennent de 1994, à l'époque on parlait de la Bundesbank, de la BUBA, qui était effectivement pas dans le même créneau que la Réserve fédérale américaine, et ça avait créé effectivement sur les marchés beaucoup de pertes sur les marchés à l'époque. Oui, mais je pense que depuis, les banques centrales ont appris à communiquer, prennent en compte les réactions des marchés, d'où les discours très clairs. Les banques centrales ont appris à ménager les attentes et à gérer les marchés. Donc nous, ce qu'on anticipe chez Myria AM, c'est une hausse très légère et progressive des taux aux États-Unis, qui ne devrait pas trop peser sur les marchés. Alors, il y a un impact bien sûr qu'on attend sur les devises. Est-ce qu'il est aussi clair que ça? La plupart dans le consensus, on voit les investisseurs dire que ça va faire monter le dollar. Est-ce que c'est aussi simple que ça? On peut vraiment s'attendre à une hausse du dollar. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la Fed fera tout pour que cette hausse soit relativement légère, parce que l'économie américaine pourrait être désavantagée par une hausse brutale et forte du dollar. Donc on peut s'attendre à une hausse, mais très progressive. Alors vous parliez tout à l'heure de la Chine, c'est vrai qu'elle a entre guillemets rassuré, mais en même temps on peut regarder de l'autre côté, du côté des matières premières. On voit le cuivre au plus bas, je voyais ce matin le nickel également aller des plus bas depuis des dizaines d'années. Donc ça veut quand même dire qu'on a une croissance nettement plus faible en Chine. Tout à fait. La croissance en Chine est en ralentissement, mais ce qui est en train surtout de se passer, c'est qu'on a une économie qui va d'une économie très industrielle, qui a importé beaucoup, vers une économie plus centrée sur la demande locale et sur la consommation. Donc la croissance et la typologie de la croissance chinoise change. Ça se ressent dans les résultats des entreprises, puisque toutes les sociétés européennes très exposées aux exportations voient leur activité en Chine chuter. En revanche, la consommation tient, notamment la consommation de base. Des sociétés présentes en Chine comme SEB affichent des résultats toujours en forte croissance.
dans le culinaire. Donc on voit bien que l'économie chinoise se transforme et va vers une économie de consommation. Il y a des investisseurs qui, par rapport à ces marchés émergents, sont encore très prudents, même aujourd'hui. D'autres se disent qu'au contraire, il y a peut-être des opportunités je dirais, d'investissement. Quel est votre regard sur ces marchés émergents aujourd'hui ? Alors nous globalement chez Miriam, on a une position plutôt neutre, voire encore négative sur l'ensemble de la zone, simplement parce que c'est des marchés impactés par les flux et que la hausse des taux aux États-Unis va entraîner un retour des liquidités sur les marchés américains. Donc globalement, on n'est pas encore très confortable sur la zone émergente. Par contre, si on regarde dans le détail, certains pays sont dans de meilleure santé que d'autres et peuvent afficher des valorisations intéressantes. On peut penser au Mexique, par exemple, qui est un pays dont la croissance est encore forte, qui est très proche des États-Unis, donc qui bénéficie de la santé de l'économie américaine. Mais sur la Chine et sur le Brésil, qui sont quand même les deux pays qui ont focalisé l'attention des investisseurs, c'est encore trop tôt pour nous. Si on revient sur l'Europe, on avait en tête qu'il y avait une croissance un peu meilleure effectivement en route. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les marchés européens présentent toujours de l'attrait pour les investisseurs? Alors les marchés européens sont pour nous attractifs pour la simple et bonne raison que les banques centrales sont à la manœuvre et feront tout pour relancer la croissance et lutter contre le risque de déflation. Après, dans les chiffres et dans l'économie réelle, la reprise est relativement lente. On a des indicateurs avancés macroéconomiques encourageants sur le fond de la consommation et de l'investissement, mais ça ne se transparaît pas encore vraiment dans les chiffres. Pareil au niveau de la microéconomie, les résultats du troisième trimestre viennent de terminer et sur un indice large comme le Stoxx 600, on a des bénéfices en baisse de 20%, 5% inférieurs aux attentes des analystes. Donc la reprise n'est pas encore là, mais l'alignement des planètes dont on a beaucoup parlé s'est maintenu tout au long de l'année et devrait progressivement se voir dans les résultats des entreprises, probablement l'année prochaine. Le mot de la fin, bien sûr, avec ce qui s'est passé à Paris, on a pensé à peut-être un impact côté investisseur, qui aurait pu peut-être faire un certain nombre d'arbitrages. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'on a senti quelques changements? Alors globalement, les marchés ont appris à intégrer ces événements tragiques. Les marchés lundi ont peu réagi, ils ont ouvert en baisse pour finalement se stabiliser. Et on a vu effectivement des arbitrages sectoriels lundi. Le secteur du tourisme, des loisirs et dans une moindre mesure du luxe était en baisse. En revanche, le secteur de la défense et de la sécurité a bien performé. Donc on a vu des arbitrages. C'est aujourd'hui peut-être encore trop tôt pour savoir s'il y aura réellement un impact. Si on se penche sur les attentats du mois de janvier, finalement on n'a pas vu d'impact à la fois sur les marchés et sur la croissance du premier trimestre qui était très bonne en France. Merci Nicolas Lasry d'avoir fait le point avec nous. Merci à vous.